Je vous propose aujourd'hui une visite de l'exposition Monde souterrain du musée du Louvre-Lens, qui est sous-titrée 20 000 lieues sous la Terre. Alors, cette exposition se fixe pour objectif de présenter la diversité et l'universalité du thème des mondes souterrains, et on reconnaît évidemment un clin d'œil, une allusion aux 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, l'auteur français le plus lu dans le monde. C'est une allusion seulement, c'est un clin d'œil. Vous voyez l'orthographe du mot lieu, L-I-E-U-X, et non pas L-I-E-U-E-S. C'est donc une allusion à la variété et la diversité des mondes souterrains. Mais Jules Verne a écrit aussi Un voyage au centre de la Terre en 1864, qui peut servir là vraiment de référence, de fil conducteur à la promenade dans les mondes souterrains à laquelle je vous convie. Le voyage, cela commence évidemment par le départ. Il y a donc une phase dans le voyage où l'on s'interroge sur le lieu, sur l'objectif, sur la destination, sur l'itinéraire, sur la porte, sur l'entrée au fond, l'entrée dans les mondes souterrains. Et c'est la première partie du voyage, c'est aussi la première partie de l'exposition. À la suite de quoi, l'exposition se déploie en présentant les divers mondes souterrains auxquels on peut songer, les divers espaces souterrains auxquels on peut songer, tantôt des mondes noirs, effrayants, et tantôt des mondes beaucoup plus clairs, lumineux et enrichissants, si l'on peut dire. Et le voyage se termine par le retour, par la question fondamentale, revient-on, remonte-t-on à la surface ou continue-t-on à vivre dans les mondes souterrains? Donc c'est ce fil rouge du voyage au centre de la Terre que je voudrais suivre dans cette présentation de l'exposition. Une remarque au passage, nous en savons plus sur la surface de la planète Mars que sur les mondes souterrains sur Terre. Le forage le plus profond que nous ayons réalisé atteint environ 12 km, c'est-à-dire seulement 0,2% du rayon de la planète. Donc, la connaissance que nous avons de l'intérieur de la Terre est une connaissance très indirecte et très partielle, alors que pour la surface de la planète Mars, nous y sommes déjà allés, alors peut-être pas personnellement, peut-être pas directement, mais au moins par l'intermédiaire des engins automatiques que nous envoyons périodiquement sur cette planète. Et donc la surface de la planète Mars nous est mieux connue que les entrailles de la Terre. Première partie, donc, s'enfoncer dans les profondeurs. Le chemin des mondes souterrains peut nous être montré par une première œuvre qui était exposée dans la galerie du musée du Louvre-Lens. Cette œuvre, c'est La Lueur de Gao Xingtian. Gao Xingtian est un artiste complet, on pourrait dire. C'est, comme on le voit, un dessinateur, un peintre. L'œuvre est un dessin à l'encre de Chine sur papier. C'est aussi un dramaturge, un metteur en scène. C'est un écrivain. Il est originaire de Chine, mais il est de nationalité française. En tant qu'écrivain, il a d'abord écrit des textes en chinois, donc écrivain d'expression chinoise, et maintenant il écrit en français, écrivain d'expression française. Et il a été, en 2000, le lauréat du prix Nobel de littérature. Donc un personnage tout à fait intéressant qui nous propose ici une scène assez étrange où on voit un personnage au premier plan qui est indistinct, qui regarde dans la direction d'une zone de lumière, d'une zone de clarté. Nous nous situons en somme à l'entrée d'une caverne. Peut-être dans la caverne en regardant vers l'extérieur, ou peut-être en dehors de la caverne en regardant vers l'intérieur, si l'on peut imaginer d'entrer dans une caverne baignée de lumière. C'est en effet toute l'ambiguïté de la caverne. C'est une interface, c'est-à-dire que l'on peut regarder vers l'intérieur en étant à l'extérieur, l'on peut regarder vers l'extérieur en étant à l'intérieur. Et pour l'artiste, la caverne, la grotte, représente un sujet à la fois fascinant et complexe techniquement, puisqu'il y a évidemment la question de la lumière qu'il faut maîtriser, qu'il faut domestiquer. Et l'exposition nous présentait quelques exemples d'entrées dans les mondes souterrains, quelques exemples de cavernes sous le pinceau de différents artistes. Par exemple, ici, nous avons une vue d'une grotte qui a été réalisée au début du 19e siècle par Franklin.
L'auteur nous montre donc dans un format vertical une caverne, il nous montre le cheminement qui s'introduit à l'intérieur de la Terre et il s'est efforcé de suggérer cette profondeur en faisant varier les valeurs seulement et pas les couleurs. La couleur est une sorte de brun général et les valeurs sombres ou claires dessinent le cheminement à suivre. Un autre artiste plus tard, au XIXe siècle, Paul Huet, nous montre une autre conception de l'entrée dans les mondes souterrains. Ici, nous sommes donc à l'extérieur, mais au bord d'un gouffre. Le paysage est tourmenté par la tempête, les chevaux sont effrayés, et le personnage, au premier plan, évidemment, regarde vers l'intérieur du gouffre, un gouffre sombre ici, il regarde vers l'intérieur inquiétant des mondes souterrains. Une autre porte d'entrée ou de sortie des mondes souterrains nous est offerte par le volcan. D'ailleurs, dans le roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, les voyageurs entrent dans les mondes souterrains par le biais d'une cheminée volcanique et ils en sortent par le biais d'une autre cheminée volcanique. On voit là un paysage volcanique proposé par Pierre-Jacques Vollère dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Vollère est un peintre d'origine française qui s'est installé à Naples et il a d'emblée été fasciné par le Vésuve, par les lumières que le Vésuve peut engendrer lorsqu'il entre en éruption. Et le peintre s'est, on pourrait dire, spécialisé dans la réalisation de vues du Vésuve, au sens où Canaletto, par exemple, réalisait des vues de Venise. Canaletto peignait des scènes diurnes. Vollère peint des scènes nocturnes, évidemment, mais voilà, c'est le védutiste, si l'on peut dire, du Vésuve, et il nous rappelle évidemment que le volcan est une connexion possible avec les mondes souterrains. Afin de compléter cette évocation des entrées dans les mondes souterrains, l'exposition proposait une œuvre de Christo, donc Cratère. Christo est cet artiste fameux qui a consacré une partie de son œuvre à emballer les monuments, comme par exemple le Pont-Neuf ou l'Arc de Triomphe, pour ne parler que des expériences qu'il a réalisées en France. Et Christian, en 1960, a réalisé cette vue de ce qu'il appelle un cratère, qui est plutôt un cône volcanique au fond. C'est une œuvre réalisée selon une technique tout à fait particulière, avec une matière très particulière. Il y a de la peinture, oui, mais il y a aussi de la colle, il y a des fibres, il y a de l'émail. Enfin bref, c'est une technique très, très spéciale qui s'efforce de suggérer peut-être la surface d'un astre. Euh, Christo réalise cette œuvre en 1960, c'est-à-dire à mi-chemin entre la publication de l'album de Tintin, On a marché sur la Lune en 1954, et le débarquement sur la Lune en 1969. Donc dans un univers où, au fond, on sait bien qu'on va marcher sur la Lune, mais où on ne sait pas exactement quel est l'état de la surface de cet astre. Et Christo nous propose une réflexion sur ce point. On peut remarquer en passant que nous vivons, nous, longtemps après le débarquement sur la Lune, et que l'actualité aujourd'hui, ce sont les missions automatiques que nous envoyons à destination des satellites des planètes Jupiter et Saturne. Il y a depuis le printemps 2023 une sonde automatique qui est en route vers l'un des satellites de Jupiter, Ganymède, afin d'y étudier ce que l'on pense être l'océan souterrain qu'il y a dans ce corps du système solaire. C'est une façon de dire que les mondes souterrains ne sont pas seulement des mondes terrestres. Nous voilà arrivés dans les mondes souterrains. Et une première conception possible de ces mondes souterrains, c'est d'en faire le royaume de l'effroi, le royaume de l'angoisse, le royaume de l'inconnu, le royaume du châtiment, le royaume de l'indicible aussi. Et donc un monde mystérieux dans lequel les hommes ont logé des obsessions et des angoisses. Une première formulation de cette conception, on peut la trouver par exemple dans le mythe de Perséphone, Perséphone ou Proserpine, là, il faut évidemment manier les différentes formulations des personnages mythologiques. Donc, dans le vocabulaire de la mythologie grecque, nous parlerons de Corée, Perséphone et de son époux Hadès et de sa mère Déméter. Et dans le vocabulaire de la mythologie romaine, il s'agira de Proserpine, de son époux Pluton et de sa mère Cérès.
Et nous prendrons la dénomination romaine, parce que les artistes du XVIIe ou du XVIIIe siècle, eh bien, sont pétris de culture classique, c'est-à-dire de culture latine surtout, et c'est la formulation romaine donc qu'ils emploient. Nous avons donc là une statue de l'enlèvement de Proserpine par Pluton qui a été réalisée par François Girardon, donc dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est une statue, en réalité, c'est le modèle réduit en bronze de l'original en marbre que Girardon a réalisé. Cette statue, à la fois l'original qu'on va voir euh, et le modèle réduit qu'on vient de voir, cette statue a été euh, conçue dans le grand programme de décoration du parterre d'eau qui avait été élaboré par Charles Lebrun, donc à la fin des années 1670. Il s'agissait de réaliser des statues en marbre de grande taille destinées à être déposées autour des bassins du parterre d'eau, donc devant la façade principale du château de Versailles. Euh, cette, Ce projet a été abandonné le jour même de la mort de Colbert, en 1783, puisque le successeur de Colbert, Louvois, avait ses protégés, parmi lesquels il n'y avait ni Charles Lebrun, ni François Girardon. Mais les œuvres avaient été sculptées, les statues avaient été réalisées néanmoins, et donc on les a dispersées dans le parc de Versailles. Aujourd'hui, cette statue de l'enlèvement de Proserpine par Pluton, destinée à être placée devant le château, eh bien, se trouve dans le bosquet de la Colonnade, dans le parc. Et voilà donc l'original. Et si nous revenons au modèle réduit en bronze, nous pouvons constater qu'il y a là clairement une réminiscence de deux grandes statues célèbres qui ont été réalisées au XVIe et au XVIIe siècle. Donc quelques années auparavant, une statue de l'enlèvement de Proserpine par Pluton réalisée par Bernin et qui est présentée aujourd'hui dans la Galerie Borghese à Rome. Et au siècle précédent, au XVIe siècle, une statue de l'enlèvement de Proserpine par Pluton, réalisée par Giambologna, et qui est présentée aujourd'hui, et depuis l'origine, sur la place de la Seigneurie à Florence. Ces deux statues, Giambologna et Bernin, sont des statues tout en mouvement, il y a une torsion dans les corps, et surtout dans celle de Bernin. Et François Girardon, qui connaît ces statues par le dessin, mais qui connaît ces statues aussi par le modèle réduit. On sait qu'il possédait une réduction de la statue de Giambologna. Eh bien, Girardon, donc, propose une version, on pourrait dire, apaisée, francisée, si l'on peut dire, de ce thème baroque de l'enlèvement de Proserpine par Pluton. Donc, un tourbillon plus sage que celui que l'on voit à Rome ou à Florence sous le ciseau de ses glorieux prédécesseurs. Le thème de l'enlèvement de Proserpine par Pluton a été traité aussi par des peintres. Voilà par exemple une peinture de Pierre Brébiette, qui date donc de la première moitié du XVIIe siècle, et qui nous montre l'enlèvement de Proserpine par Pluton, donc même thème bien sûr, avec une variante. Donc, Brébiette nous montre l'enlèvement de Proserpine par Pluton, mais il ajoute une petite variante par rapport au thème que l'on vient de voir, c'est que les deux personnages ont pris place dans le char tiré par les chevaux immortels, nous dit Ovide, un char que le peintre dessine avec beaucoup de soin, on dirait un bronze ciselé qui est réalisé, et ce char se situe dans une caverne, dans une grotte. Nous sommes déjà dans les mondes souterrains. Hadès est le maître du royaume des enfers. Et donc, Brébiette représente cette scène-là. Alors que Girardon et ses prédécesseurs, Bernin et Giambologna, avaient abandonné la notion de caverne et montraient une scène à l'air libre, si on peut dire. Ici, on voit donc que Brébiette se montre plus fidèle aux sources, plus fidèle aux textes antiques, aux textes d'Ovide en particulier, donc Proserpine se trouve emportée par Pluton dans les mondes souterrains où elle va régner à ses côtés, mais le mythe de Proserpine, le mythe de Perséphone, est un mythe complexe puisque si Pluton a enlevé Proserpine, pour autant Proserpine est la fille de Cérès. Et donc Cérès réussit à contracter un accord, on pourrait dire, avec Pluton, accord au terme duquel sa fille est maîtresse des mondes souterrains pendant l'hiver, aux côtés de Pluton, et Proserpine revient dans le monde aérien durant l'été aux côtés de sa mère Cérès. C'est un récit mythique qui permet de rendre compte du phénomène des saisons.
C'est la fonction du mythe, la fonction étiologique du mythe qui donne la cause des choses, qui raconte la cause des choses. Donc le mythe de Proserpine, le mythe de Perséphone, est un mythe très riche, très intéressant, qui a intéressé et qui a inspiré bon nombre d'artistes. Une deuxième approche des mondes souterrains considérés comme le royaume de l'angoisse, le royaume de l'effroi, le royaume de l'oubli et du châtiment, on peut la trouver dans les gravures de Piranèse. Donc, milieu du XVIIIe siècle, Piranèse est un dessinateur, un graveur italien, qui a réalisé une série de scènes imaginaires, de prisons imaginaires, montrant donc ces prisons souterraines. Et le dessin nous montre des architectures imaginaires, mais des architectures qui sont un petit peu inspirées de ce que Piranèse a pu rencontrer, c'est-à-dire par exemple les architectures antiques, des architectures qui permettent aussi d'esquisser l'immensité de ces mondes souterrains, à l'intérieur desquels les êtres humains qui peuvent les parcourir apparaissent comme de tout petits personnages, comme de sortes de fourmis errant dans ces vastes mondes. Il faut préciser que Piranèse n'a pas donné de titre à ces gravures, et c'est la tradition simplement qui a forgé les appellations que l'on emploie aujourd'hui. Donc cette image est appelée aujourd'hui la tour ronde, et l'on voit bien ce dont il s'agit. Des personnages de toute petite taille, hein, que l'on voit ici sur les escaliers, des architectures considérables qui incarnent donc ce monde du châtiment, ce monde de la prison, ce monde de l'enfermement aussi, que Piranèse rend avec beaucoup de force de conviction. Une autre gravure est intitulée Le Puits. Donc, même remarque, les architectures, les personnages de petite taille et l'atmosphère effrayante qui règne dans ces espaces. Et enfin, l'arche gothique. Donc, une troisième gravure, l'arche gothique, qui, euh, complète, qui complète le tableau. Les mondes souterrains dans lesquels les hommes enferment, si l'on peut dire, leurs obsessions, leurs angoisses, leurs peurs. Et cette conception des mondes souterrains a perduré, perdure, jusque durant la Première Guerre mondiale, lorsque des artistes, consciemment ou inconsciemment, la font, les formulent dans un vocabulaire moderne. Et c'est le cas donc de l'artiste allemand Otto Dix et du peintre français André de Van Beers. André de Van Beers donc réalise en 1924 ce triptyque, La pensée aux absents. De Van Beers est un personnage qui, durant la Première Guerre mondiale, est relativement âgé. Il était né en 1867, donc il n'est pas mobilisé dans les tranchées, mais il est mobilisé en tant que peintre pour participer à l'effort de camouflage, pour aussi proposer une sorte de documentation sur l'univers de la guerre. Et ce triptyque qu'il réalise en 1924 est composé de deux panneaux latéraux montrant euh, justement les combattants dans les mondes souterrains, dans les trous d'obus, dans les espaces confinés, à gauche lisant une lettre et à droite attendant donc de monter à l'assaut peut-être. Donc les combattants enterrés au sens propre dans les trous d'obus et dans les mondes souterrains de ce fait. Le panneau central comporte une prédelle, donc une partie inférieure, évoquant un cimetière, et la grande scène de la famille pensant aux absents, la famille, c'est-à-dire la mère au centre, l'épouse sur la partie droite et la fille sur la partie gauche. Ces femmes sont drapées de noir, elles pensent aux absents qui on ne sait pas s'ils sont morts, mais ils sont probablement morts. Et donc, elles sont drapées de noir en vêtements de deuil. Elles sont mères de soldats, épouses de soldats, filles de soldats. Elles sont veuves de soldats. Et en 1924, c'est l'époque où l'on réfléchit à la notion de pension à attribuer aux veuves de guerre. Elles percevront une pension dans la mesure où elles sont veuves, c'est-à-dire dans la mesure où elles restent veuves. Elles sont donc confinées dans leur état de veuvage du fait de cette décision. Il faut dire aussi que les pertes humaines de la Première Guerre mondiale ont, si on peut dire, raréfié les hommes sur le marché matrimonial, et donc une veuve a peu de chances de trouver un nouvel époux dans les années 20. Donc une peinture monumentale qui est
très différente du style habituel de Van Bèze, qui est plutôt le spécialiste des tout petits formats. Ici, on a au contraire un format de très grande taille. Alors, si on compare avec les gravures d'Autodix, on dira de Dix que lui aussi a réalisé un triptyque de grande taille qui est présenté aujourd'hui à Dresde, qu'il a intitulé La guerre, et il réalise en 1924 une série de gravures intitulée La guerre aussi, Der Krieg en allemand. Chaque gravure porte un titre, et ce titre euh, illustre évidemment une impression que Otto Dix a pu ressentir sur le champ de bataille. Dix est d'une génération beaucoup plus jeune que de Van Bèze. Dix a combattu dans les tranchées. Il a d'ailleurs été décoré pendant la Première Guerre mondiale. Et cet artiste allemand a montré dans les gravures qu'il a réalisées ces impressions effrayantes que la guerre a pu lui, lui suggérer. Ici, nous avons une scène apparemment apaisée, un trou d'obus avec des fleurs. Les fleurs, évidemment, rappellent la vie, mais le trou d'obus est un témoignage de la mort. Et beaucoup d'artistes ayant vécu et combattu dans les tranchées ont montré, ont souligné ce contraste qu'il y a entre la brutalité de la guerre et l'intensité des forces de la vie. La peinture de Van Bèze paraît plus classique, plus sage aussi que la gravure de Dix. Le trou d'obus avec des fleurs, bien sûr, mais aussi, par exemple, ce que j'ai trouvé en creusant une sape. Donc, creuser une sape pour déblayer et tomber sur un cadavre, c'est-à-dire un soldat qui a été enterré du fait d'un bombardement quelque temps auparavant. Donc, l'effroi qui surgit des mondes souterrains. Les mondes souterrains sont aussi le royaume de la mort, le royaume des défunts. Et le voyage dans les mondes souterrains, c'est aussi une rencontre avec la mort et avec les défunts. C'est ce que signale le terme antique de catabase. On descend dans le monde des morts, on descend dans l'au-delà. Alors, ce thème était évoqué très bien par plusieurs œuvres présentées dans l'exposition du Louvre-Lens et particulièrement par un premier objet qui est un cercueil égyptien du 19e siècle avant Jésus-Christ, un cercueil en bois. Alors, il faut comprendre que le défunt est déposé dans un premier cercueil et ce premier cercueil est déposé dans un second cercueil, le cercueil extérieur que nous avons là. Et ce cercueil extérieur est donc décoré, peint de différentes scènes. On remarque qu'il y a sur la face extérieure de ce cercueil, il y a une porte qui est donc la porte d'entrée, non pas dans le cercueil, mais la porte d'entrée dans le monde de l'au-delà, porte qui est surmontée de deux yeux ou jade qui protègent le défunt. Et le décor intérieur du cercueil est tout à fait clair et tout à fait intéressant. Il s'agit d'un cercueil. Donc on trouve des textes et des objets qui accompagnent le défunt dans son voyage dans l'au-delà, dans son voyage vers les Occidentaux, vers les défunts. Donc des objets qui sont représentés, et compte tenu de ce qu'est l'écriture hiéroglyphique, ces objets peuvent être des objets ou peuvent être aussi des signes traduisant un texte, et puis il y a un texte plus détaillé. Beaucoup de ces textes ont été recueillis dans ce que nous appelons, nous, des textes des pyramides ou textes des sarcophages, et sont donc assez stéréotypés, assez conventionnels. C'est ce que l'on voit ces parois du cercueil de l'intendant Sépi, mais le fond du cercueil est très différent. Il comporte un texte, en effet, mais un texte différent des textes standards des sarcophages. Ce texte dont on connaît plusieurs exemplaires, nous l'appelons le livre des deux chemins. Et donc, dans ce cercueil de l'intendant Sépi, qui vit à l'époque des rois Sésostris II, Sésostris III, donc au XIXe siècle avant Jésus-Christ, on connaît un petit peu sa biographie parce que le texte nous le dit, évidemment. On sait qu'il était l'intendant donc du nomarque de la région. Et donc, ce texte du livre des deux chemins nous décrit l'itinéraire du défunt dans le monde de l'au-delà. Il y a la description des différentes étapes, il y a la description des différentes impressions qu'on peut ressentir, et il y a même, on le voit bien là, il y a même une carte montrant l'itinéraire. Les deux chemins, c'est le chemin de terre et c'est le chemin fluvial.
Donc les deux chemins que l'on suit et que l'on parcourt dans le monde de l'au-delà. Une cartographie des mondes souterrains, voilà ce que nous propose ce cercueil extérieur de l'intendant Sépi. C'est donc un document tout à fait intéressant qui peut être observé dans l'exposition du Louvre-Lens. Ce thème du voyage dans l'au-delà, dans un autre univers culturel, dans l'univers grec, c'est le thème du personnage de Charon. Charon, le nocher des enfers, celui qui pilote sa barque sur les fleuves des enfers et qui permet aux défunts de traverser les fleuves des enfers à condition que ce service de passage soit rémunéré. Euh, Caron ne transporte les défunts que si ceux-ci peuvent acquitter le prix du passage. Alors le personnage de Caron est tout à fait intéressant parce que dans les textes les plus anciens, dans l'Iliade et l'Odyssée par exemple, il n'apparaît pas du tout. Il faut dire qu'à l'époque de l'Iliade et de l'Odyssée, donc 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, on pratique plutôt l'incinération que l'inhumation. On n'est pas encore tout à fait dans une économie monétaire. Et donc, il n'y a pas de pièces à donner à Caron, évidemment. En revanche, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, les choses ont évolué. La première occurrence de Caron, on la voit dans Les Grenouilles d'Aristophane. Et donc, là, nous sommes dans une économie monétaire et par conséquent, la notion d'obol que les défunts devront verser à Caron prend évidemment davantage de sens. Donc, dans les rites funéraires qui sont pratiqués à cette époque, à l'époque où ce vase est réalisé, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans ces rites funéraires, il y a un objet que l'on emploie. Cet objet, c'est celui que nous voyons, c'est-à-dire un vase de couleur blanche que l'on appelle un lécite. Lefkos en grec signifie blanc. Alors, le lécite a une particularité tout à fait révélatrice. C'est un vase qui peut être de petite taille ou de plus grande taille, mais qui est de toute façon de très petite capacité. Il ne contient pas grand-chose, presque rien en fait. Et donc, il faut s'imaginer qu'il n'est pas complètement creux. Pourquoi? Parce que c'est un vase dans lequel on va placer du parfum ou des huiles pour les rites funéraires, donc des denrées coûteuses, qu'on ne va pas gaspiller. C'est un vase qui n'est utilisé que pour les rites funéraires. Et d'ailleurs, on peut voir parfois le vase représenté sur lui-même, si l'on peut dire. Ici, on a donc des rites funéraires qui sont célébrés devant une stèle et on voit les sites en bonne place. C'est un vase qui n'est utilisé que pour cela, c'est-à-dire que c'est un vase, si on peut dire, à usage unique. Une fois qu'on l'a utilisé, on le dépose dans la tombe. Et donc, le vase est réalisé de manière assez sommaire, surtout la peinture est réalisée de manière assez sommaire. C'est pourquoi le vase apparaît blanc, sans doute, parce il est blanc, en effet, mais la peinture, c'est souvent pas très bien conservée, et la scène est bien souvent surtout esquissée, beaucoup plus que complètement dessinée. C'est ce que l'on voit ici. On a donc ce personnage de Caron qui vient chercher le défunt et qui va l'emmener pour traverser le fleuve des enfers. Caron est représenté conventionnellement comme un personnage relativement âgé, un personnage relativement hirsute, dont la barbe n'est pas entretenue, un personnage relativement négligé, dont l'habillement est relativement négligé, un personnage qui est relativement sale aussi, repoussant donc, finalement, mais qui évidemment offre un service incontournable, si l'on peut dire, pour traverser les fleuves des enfers. C'est ce que l'on voit sur ce site. En revanche, le thème du voyage avec Caron, c'est un thème qui a pu perdurer au fil du temps et que l'on peut trouver sous le pinceau d'autres artistes, soit dans l'Antiquité, soit postérieurement. Voilà par exemple une sculpture de Hutin qui date du milieu du XVIIIe siècle. C'est le morceau de réception à l'Académie que nous voyons là. Donc, une sculpture en marbre qui nous montre un personnage pilotant sa barque, qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la barque, un personnage qui est Charon, le nocher des enfers, mais avec une variante. Hutin ne le représente pas comme un personnage âgé, mais d'âge moyen. Il ne représente pas comme un personnage hirsute, négligé, dépenaillé et sale, mais au contraire comme un personnage relativement vigoureux et en bonne forme. Et donc cette représentation de Caron est à la fois la réminiscence de la tradition et en même temps une variation sur cette tradition.
La statue était très bien mise en scène dans le- le musée du Louvre-Lens. Elle était protégée par une coque en verre, évidemment, et les reflets sur le verre, pour une fois, ne pénalisent pas le photographe et permettent de voir la statue sous différents angles. Alors, ce thème de Caron, évidemment, on va l'en trouver dans d'autres peintures, illustrant, dans d'autres œuvres, illustrant ce voyage dans l'au-delà, ce voyage, cette catabase, voyage dans les enfers. Alors, il y a des catabases célèbres, évidemment, une des plus connues, c'est celle d'Orphée, partant dans les enfers pour retrouver Eurydice et ne parvenant pas à ramener Eurydice jusque dans le monde des vivants. Une autre catabase célèbre que l'on voit dans l'Odyssée, c'est celle d'Ulysse, qui, voyageant dans les enfers, rencontre Achille, Achille mort, et Achille affirmant tristement devant Ulysse que mieux vaut être berger chez les vivants que roi chez les morts. Et on trouve ce thème de la catabase aussi dans l'Énéide de Virgile et le peintre néerlandais Van Swanenburg qui est montré ici, eh bien, c'est inspiré de Virgile. Van Swanenburg est un peintre qui vit donc à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Il a été l'un des maîtres de Rembrandt, par exemple. Et donc, on voit ici, la scène est assez complexe, mais on peut la décomposer. On voit donc une vue générale du monde des enfers avec quelques scènes que l'on peut individualiser. Alors, par exemple, nous avons là le héros, que l'on voit de dos, le héros est aîné, qui est piloté par la Sibylle de Cumes, la Sibylle de Cumes qui guide Énée dans le monde des enfers, et Énée peut constater la prolifération, donc dans le monde des défunts, la prolifération des maladies, de la pauvreté, etc., qui grouille, si l'on peut dire, devant ses yeux. Une première scène montrant Énée et la Sibylle. Une deuxième scène montrant Énée et la Sibylle, eh bien, ce sont les deux personnages dans la barque de Caron, Caron, représenté ici de façon traditionnelle comme étant vêtu de manière négligée, ayant une barbe hirsute, vieux et sale. Et la scène générale nous montre, flottant dans les airs, le char de Pluton avec Proserpine, ce char de Pluton et de Proserpine, environné d'êtres démoniaques, donc dans ce monde des enfers. Voilà une belle scène de catabase inspirée par l'Énéide, que l'on voit bien donc sur cette peinture de Jacob Isaacson van Swanenburg. Euh, le thème du voyage aux enfers, le thème des enfers, a pu inspirer aussi d'autres artistes ultérieurement. On peut évoquer par exemple le poète anglais John Milton. John Milton qui vit au XVIIe siècle, qui est une sorte d'érudit, on pourrait dire. C'est quelqu'un qui est très cultivé, qui connaît très bien la tradition classique, mais qui connaît très bien aussi les textes bibliques. Et Milton, euh, on peut dire que c'est un écrivain engagé au milieu du XVIIe siècle, lors de la Révolution anglaise, à l'époque de Charles Ier et de Cromwell. Il est engagé du côté de Cromwell. Il est, disons pour simplifier, ministre du gouvernement de Cromwell. Et donc, lorsque le Commonwealth anglais disparaît et qu'il y a le rétablissement de la restauration de la monarchie, la carrière politique de Milton, évidemment, est tout à fait compromise. C'est à ce moment-là que Milton compose son poème Paradis perdu. Alors le thème de Paradis perdu est un thème simple à comprendre. Il met au centre de la composition le personnage de Lucifer. Lucifer, l'ange porteur de la lumière. On est dans la conception chrétienne de Lucifer. Dans l'Antiquité, Lucifer était un terme employé souvent pour désigner Vénus, porteuse de lumière. Et donc, l'ange Lucifer se rebelle contre Dieu, l'ange Lucifer, incarnation de la lumière et de l'intelligence, refuse de servir, refuse d'obéir, il se rebelle contre Dieu, et donc il est précipité dans les mondes souterrains. Il est déchu et précipité dans les mondes souterrains, lui et les anges qui l'ont soutenu. Il y a donc ces anges déchus qui sont précipités dans les mondes souterrains. Et dans ces mondes souterrains, Lucifer, qui va être Satan donc, et ses acolytes, créent une ville. Ils bâtissent une ville que Milton appelle Pandemonium, une ville que l'on voit ici, ce sont des bâtiments, il y a une coupole qui permet de protéger la ville
de la lumière venant de l'extérieur, la lumière qu'on voit passant ici à travers les nuages. Le monde de l'extérieur, c'est le paradis perdu, c'est le monde de Dieu, c'est le monde divin, le monde dans lequel il y a la colère de Dieu qui se manifeste encore avec les éclairs qui déchirent les nuages. Et donc, dans ce pandémonium, on cherche à se couper de ce monde, de ce monde divin, dont on a quand même un peu la nostalgie, le paradis perdu. La toile que nous avons sous les yeux montre donc l'arrivée des anges déchus dans le Pandémonium. C'est une toile de John Martin. John Martin est un peintre anglais de la première moitié du XIXe siècle qui s'est spécialisé dans la réalisation de scènes spectaculaires, de catastrophes, d'incendies. Il a peint une éruption du Vésuve, par exemple, une destruction de Pompéi. Enfin, et là, nous avons affaire donc à cette vue du Pandémonium inspirée par Milton. Une autre œuvre était présentée, évoquant aussi cette œuvre de Milton et cette conception donc des mondes souterrains. C'est une peinture de William Blake, donc datant du début du XIXe siècle, et montrant précisément Satan, donc Lucifer devenu Satan, Satan haranguant et réveillant les anges rebelles. euh, donc les anges rebelles, c'est-à-dire les anges déchus, Belzébuth, etc. Et Satan tenant aux anges rebelles le discours suivant, c'est le contraire de ce que dit Achille à Ulysse, en somme, hein. Mieux vaut être roi chez les morts que vivant dans le monde divin où il faut obéir. Le vers de Milton est exactement celui-ci. Même en enfer, régner est digne d'ambition. Mieux vaut régner en enfer que servir dans le ciel. Donc une catabase, évidemment, toute pétrie de la tradition classique, de la tradition chrétienne, et formulée d'une façon tout à fait moderne. On peut considérer donc que l'exposition du Louvre-Lens présentait deux conceptions sombres des mondes souterrains. Une première conception faisant des mondes souterrains le royaume de l'angoisse, de l'effroi, de la peur, du châtiment, et une deuxième conception faisant des mondes souterrains le royaume de l'au-delà, le royaume des défunts. Et la deuxième partie de l'exposition est donc consacrée à une conception plus positive des mondes souterrains. Il y a une charnière entre ces deux parties. Cette charnière entre les deux parties était incarnée par la figure du mineur, le personnage du mineur, qui est par excellence un travailleur des mondes souterrains. On ne sort pas du tout du sujet, évidemment, en évoquant le mineur, d'autant que le musée du Louvre-Lens est installé sur le carreau de la fosse Neuf des mines de Lens. Voilà une vue aérienne qui nous montre le site du musée du Louvre-Lens dans la fin des années 50. On voit bien donc le numéro 9, la fosse 9 ici, et puis tout ce qui est nécessaire pour l'extraction du charbon, ce qu'on appelle le carreau, donc un très vaste espace qui a été réutilisé pour l'installation du musée au début du XXIe siècle. Alors, le mineur, euh, il s'agit du mineur de charbon, des mines de charbon. Le mineur n'est un personnage identifié en tant que tel que à partir du moment où le charbon devient, disons, le moteur de l'industrie, à partir du XIXe siècle. Antérieurement, le charbon est connu, le charbon est utilisé un petit peu, je parle du charbon de terre, hein, la houille. Le charbon est utilisé un petit peu en Angleterre, un petit peu dans la région de Liège, mais pas beaucoup. C'est le charbon de bois que l'on emploie beaucoup. Le charbon va être employé de manière plus importante, de manière plus courante, de manière plus volumineuse qu'à partir du XVIIIe siècle et surtout qu'au XIXe siècle. Dans le cas des mines du Nord et du Pas-de-Calais, l'extraction commence au début du XVIIIe siècle dans la région d'Anzin, donc près de Valenciennes, et elle se poursuit au milieu du XIXe siècle dans la région de Lens précisément. Donc les photographies que l'on voit montrent des mineurs de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Toutes les photographies sont antérieures à 1914 et elles nous montrent donc ce travailleur qui est un peu le fleuron de l'industrie tel qu'on la conçoit au 19e siècle. C'est le héros de l'industrie tel on le conçoit au 19e siècle, par exemple dans le roman fameux d'Émile Zola, Germinal. Alors les photographies nous montrent donc deux aspects bien précis de cette figure du mineur. Ce sont des travailleurs qui
travaillent dans un espace confiné, dans un espace resserré, dans un espace de petite taille, où la température est élevée, où l'air est non pas rare, mais enfin est difficile à se procurer et à respirer, et donc des conditions de travail très particulières, des conditions de travail très spécifiques qui font la particularité du métier. Et cela engendre une conscience, une fierté même professionnelle très grande que l'on voit bien dans ces deux portraits en pied, pourrait-on dire, de mineurs des débuts du XXe siècle. Donc, un travailleur confronté à des conditions de travail difficiles et un travailleur très conscient à la fois de la noblesse du métier et de l'importance économique aussi du métier, le héros de l'industrialisation, au fond. Et puis, il y a un autre aspect qui est évidemment illustré, c'est, justement, on peut insister sur ces conditions de travail, c'est ce que fait Constantin Meunier, donc un artiste belge qui montre les mineurs, alors pas les mineurs du Pas-de-Calais, mais les mineurs du Borinage. Le charbonnage du Borinage et celui du Pas-de-Calais, c'est le même en fait, hein, c'est le même gisement. Et donc, Constantin Meunier insiste sur la condition très particulière du travailleur dans la taille, dans le chantier, des chantiers de petite épaisseur, où l'on va abattre le charbon à coups de pic, ça c'est la technique du 19e siècle, on abattra le charbon à coups de haveuse, à coups de machine au 20e siècle, et donc en produisant de la poussière. euh, Travailleurs donc confrontés à des conditions difficiles, la pression, les variations de pression, les variations de température aussi, qui font la caractéristique du métier. Et le héros de l'industrie, par conséquent, mais aussi le martyr de l'industrie. Il y a très fréquemment des accidents de travail. Dans l'industrie au XIXe siècle, il y a très fréquemment il y a très fréquemment des accidents du travail, de façon générale, mais particulièrement dans la mine, euh, très fréquemment. Pour une compagnie houillère, il y a des accidents tous les ans, et parfois des accidents graves. Le plus grave, la plus grave catastrophe minière de tous les temps en Europe, c'est la catastrophe de Courrières en 1906, qui est à l'échelle mondiale la deuxième plus grave. Il y a une catastrophe plus grave en Chine dans les années 50. Et donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, dans le charbonnage, un coup de grisou se produit, donc déflagration provoquée par le méthane qui s'est accumulé, par le gaz naturel donc, qui s'est accumulé, et ce coup de grisou engendre un coup de poussière, c'est-à-dire la combustion des poussières de carbone flottant dans l'air, ce qui crée une onde de choc qui ravage l'ensemble des galeries sur plus de 110 km de longueur. Donc, catastrophe effrayante, évidemment, qui détruit en partie les galeries et les puits, ce qui fait qu'il est difficile de venir au secours des victimes, il est difficile de descendre dans ces puits endommagés par la catastrophe. Donc, les secours bien, ont du mal à récupérer des survivants. Après quelques jours, on arrête les recherches et 3 semaines après la catastrophe, euh, remontent à la surface par leurs propres moyens, alors qu'on ne les cherchait pas, les ouvriers mineurs, quelques ouvriers mineurs, ils sont 24, qui remontent à la surface, donc par leurs propres moyens, en ayant erré dans les galeries souterraines pendant 3 semaines, en se nourrissant comme ils le pouvaient, et dans l'obscurité complète. Ces, ces revenants de courrière, comme le dit l'artiste Kupka, on les appelle dans le patois local les rescapés. Et le mot rescapé, qui n'était utilisé que dans le Nord et le Pas-de-Calais avant 1906, va ensuite être utilisé largement dans l'ensemble du français standard, on peut dire. Donc le mot rescapé rappelle cette catastrophe de courrière de 1906. Donc héros de l'industrie, martyr de l'industrie aussi, voilà la figure du mineur qui était au cœur de l'exposition Monde souterrain du Louvre-Lens, à la fois dans la thématique de l'exposition et dans la géographie de l'exposition, cela a été bien sûr complètement justifié. Ceci donc nous amène à considérer les mondes souterrains non pas simplement comme le royaume de l'effroi, de la peur, de l'angoisse, de la mort et du travail des martyrs, on peut les considérer aussi comme le lieu
d'explosion des forces de la vie, le lieu de concentration des ressources et de la richesse. Les mondes souterrains, donc, comme domaine des forces de la vie, voilà ce que l'on pouvait retenir en rapprochant ces quelques œuvres montrées dans les galeries du musée du Louvre-Lens. Des statues ou une peinture d'époques différentes, d'univers culturels différents, mais convergeant vers la même idée. Alors, premier exemple, cette œuvre de Jean Arp montrant Déméter. Alors, on reconnaît le talent particulier de Jean Arp pour les formes abstraites, mais ici, ces formes abstraites nous suggèrent quand même la fécondité et la vie. Jean Arp a intitulé cet objet Déméter, donc la mère de Perséphone, Corée, et la déesse de l'agriculture, en somme. On voit un peu plus loin la statue de la déesse Artémis, la déesse Artémis ou Diane, dans la formulation romaine de la dénomination de cette divinité, c'est la Diane d'Éphèse que l'on voit là. Il y a deux figures de Diane ou d'Artémis. Il y a la sœur d'Apollon, née à Délos, la Vierge chasseresse. Et puis, il y a la Diane d'Éphèse, qui est représentée, comme on le voit là, comme étant une sorte de statue-colonne, décorée dans la partie basse de bustes d'animaux, et dans la partie médiane de protubérances qui pourraient évoquer soit des mamelles multiples, soit des scrotums de taureau. Les spécialistes hésitent un petit peu sur l'interprétation à faire de ces protubérances. En tout cas, il y a là une illustration très, très visible de la fécondité, de l'incarnation de la fécondité que peut être la Diane d'Éphèse, divinité des mondes souterrains elle aussi. Troisième illustration de cette notion, une sculpture égyptienne montrant Osiris, flanqué de son fils Horus, à tête de faucon sur la partie droite, et d'un personnage qui est le roi l'époque ramesside, on est sous la 19e dynastie, au 12e, 13e siècle avant Jésus-Christ. Euh, Osiris, le dieu victime de la vindicte de son frère Seth, dont le corps est dépecé, morcelé, démembré, et les morceaux du corps dispersés un peu partout. Et c'est la sœur épouse d'Osiris, Isis, qui récupère les différents morceaux, qui reconstitue le corps, ce qui permet à Osiris alors il faut dire une renaissance, et pas une résurrection, parce que là on changerait d'univers culturel, une renaissance en tout cas. Osiris est le dieu des morts qui a fait l'expérience de la mort et qui a connu la renaissance. Voilà pourquoi les effigies d'Osiris, bon, ça ne se voit pas évidemment sur ce bloc de granit, mais euh, les effigies peintes d'Osiris nous montrent très souvent une carnation verte, le vert de la végétation, ou bien alors au contraire une carnation noire, le noir de la terre, de la fécondité de la terre nourricière, fécondée aussi par l'eau du Nil. Donc le mythe d'Osiris est là aussi une insistance mise sur le monde souterrain comme domaine des forces de la vie. L'un des rites les plus célébrés consistant à honorer Osiris, eh bien, c'était le rite utilisant ce petit objet que l'on voit là, un objet en terre cuite, creux, dont le dessin rappelle un Osiris trônant, et dans les creux de ce petit objet, on déposait un peu de terre et des graines que l'on arrosait, ce qui fait qu'au bout de quelques jours, on voyait surgir les pousses de la végétation et Osiris végétant, c'est-à-dire Osiris produisant les forces de la vie, faisant apparaître les forces de la vie. Un Osiris vert apparaissait et symbolisait évidemment la Renaissance. Alors, le mythe antique, c'est aussi le mythe de Mitra, par exemple. Mitra, donc, divinité sans doute d'origine iranienne, et en tout cas, dans le culte, c'est beaucoup développé dans l'Empire romain jusqu'au 3e, 4e siècle. Euh, et ce que l'on sait de la religion de Mitra, c'est à la fois beaucoup et peu de choses. Ce que l'on en sait, c'est que c'est une religion qui se développe beaucoup au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ.
c'est une religion qui est très présente dans les milieux militaires. Donc là où il y a des soldats romains, il y a le culte de Mitra, il y a des sanctuaires mitriaques qui sont réalisés. On trouve Mitra un peu partout dans le monde romain, partout où il y a des légions. Ce que l'on sait du culte de Mitra aussi, c'est que les sphères dirigeantes de l'Empire romain ont été imprégnées par le culte de Mitra. On pense que l'empereur Néron a été initié au culte de Mitra. Euh, et puis ce que l'on sait du culte de Mitra, c'est surtout ce que nous montrent les images, parce que nous n'avons pas beaucoup de textes, même très peu de textes illustrant la mythologie mitriaque. Quelques vagues inscriptions, pas grand-chose. Mais des images, et des images qui sont toujours les mêmes. Soit Mitra faisant jaillir l'eau du rocher avec son bâton, et donc l'eau, symbole de vie évidemment. Ou alors, ce que l'on voit là, c'est en Mitra dans une caverne. On voit ici la voûte de la caverne. Mitra dans une caverne sous la présidence du soleil et de la lune, égorgeant un taureau et donc faisant s'écouler les fluides vitaux du taureau, le sang, le sperme aussi. Le taureau, donc, qui est en lui-même un symbole de fécondité et de puissance. La queue du taureau va se transformer en épi de blé. Et la posture de Mitra sur ces différentes effigies est toujours la même. Il porte le bonnet phrygien, il porte le pantalon, son manteau est agité par le vent dans une caverne, et il ne regarde pas le taureau qu'il est en train de sacrifier. C'est tout à fait intéressant comme posture, on peut dire figée et stéréotypée. Parfois, il y a aussi, soit sur le revers de la sculpture, soit à côté, il y a aussi ces deux acolytes que sont Cotès et Cotopatès, qui portent un flambeau qui est soit levé vers le haut, soit incliné vers le bas, et qui donc résume l'iconographie mitriaque. On peut considérer que le culte de Mitra est au IIIe siècle de notre ère le culte le plus répandu, celui qui est le plus en expansion, celui qui, si l'on essaye de faire une prévision après coup, hein, une apophétie, celui qui, selon toute vraisemblance, va l'emporter, va dominer dans le monde romain. Mais, prévision erronée, le culte qui se développe, c'est en fait le culte de Jésus, le culte du Christ, qui se développe et qui va remplacer en fait le culte de Mitra. Les chrétiens vont installer leur sanctuaire sur les sanctuaires mitriaques. Comme le sanctuaire mitriaque est partiellement souterrain, est en partie enterré, les sanctuaires chrétiens vont les recouvrir, vont les utiliser comme cryptes, comme souterrains, si l'on veut. Et donc, plusieurs, même un nombre important de sanctuaires mitriaques ont été conservés de cette façon parce qu'ils ont été recouverts par une église. Donc le culte du Christ bien, remplace celui de Mitra, si l'on peut dire, et bien entendu cette figure de Jésus euh, parcourant les mondes souterrains, parcourant le monde des défunts dans les limbes et ressuscitant des morts donc le troisième jour, est tout à fait symbolique de cette prolifération des forces de la vie dans les mondes souterrains. Donc la deuxième partie de l'exposition de Louvre-Lens insistait sur cet aspect, sur cette conception tout à fait positive des mondes souterrains. Et là, la visite pouvait, le voyage pouvait se poursuivre en envisageant donc en envisageant la deuxième thématique de l'exposition dans cette phase positive, qui est de considérer les mondes souterrains comme étant le domaine où des richesses peuvent être obtenues, le domaine où des ressources peuvent être produites et obtenues. Euh, Plusieurs objets permettaient d'évoquer cet aspect. Par exemple, on montrait des carottes de forage réalisées donc dans les Vosges, à une profondeur d'environ 390 mètres, et montrant donc justement le monde souterrain ramené à la surface, avec des roches qui peuvent avoir une utilité que l'on peut éventuellement exploiter sous forme de mine ou de carrière. On montrait également, puisé dans les collections des compagnies minières, on montrait donc des euh, fossiles de végétaux de l'époque carbonifère qui ont été remontés au jour en même temps que le charbon. C'est ce qu'on appelle les morts terrains. Il faut trier le charbon remonté au jour, évidemment, et laisser de côté ce qu'on ne pourra pas brûler
ce qui n'est pas à proprement parler du charbon. Et donc, parmi ces morts-terrains, on trouve ces fragments de végétaux qui ont été fossilisés au fil du temps par la pression, par la température, et qui nous ont conservé l'image, en fait, de ces végétaux très anciens. Image très significative, puisque les botanistes peuvent repérer des espèces végétales qui n'existent pas forcément encore aujourd'hui, mais enfin, qui peuvent être rangées dans des groupes que l'on peut connaître encore aujourd'hui très, très précisément. On montrait également l'utilisation que l'on fait de ces ressources du sous-sol. Ici, nous avons une coupe du début du XVIIe siècle, une coupe en jaspe qui a été ornée de rubis et qui illustre le goût que l'on a à l'époque moderne pour les objets curieux, pour les objets de prix qui peuvent être exposés dans un cabinet de curiosité. Même chose pour cette coupe en porphyre que Caffieri a sculpté au milieu du XVIIIe siècle. Le porphyre, donc, c'est une roche volcanique qui, dans l'Antiquité, par sa couleur rouge, est un emblème impérial et qui, au Moyen Âge, cesse d'être utilisé véritablement. On va réutiliser quelques colonnes en porphyre pour soutenir les voûtes de telle ou telle église, mais c'est la colonne qui est utilisée, pas le porphyre. Les porphyres anciens, les porphyres antiques, vont être travaillés à partir du 15e, du 16e siècle pour donner des objets, incarnation du prestige, incarnation du pouvoir aussi. Et puis, naturellement, les ressources naturelles, les productions du sous-sol, ça peut être le carbone cristallisé, c'est-à-dire le diamant. L'exposition présentait, alors non pas le régent, le plus beau diamant du monde, non pas le régent, l'objet authentique, mais un facsimilé en cristal. Alors, c'est très intéressant de montrer cet objet-là. D'abord, pour ce qui est le régent, ce n'est pas le plus gros diamant du monde, mais c'est le plus beau par son éclat, par son eau, et cela, je dirais, de la vie générale depuis le début du XVIIIe siècle, au moment où il a été découvert, taillé et acheté en 1717 par le régent, c'est-à-dire le duc d'Orléans, Philippe d'Orléans, qui exerce le pouvoir durant la minorité de Louis XV, donc entre 1715 et 1723. Euh, le régent, ce diamant merveilleux, est fixé sur la couronne du roi, donc sur la couronne de Louis XV pour le sacre en 1722, et il va être utilisé aussi pour la couronne de Louis XVI pour le sacre en 1774. Et la couronne du roi comporte des joyaux prestigieux, soit des pierres précieuses sans plus, soit vraiment des joyaux extraordinaires, comme par exemple le régent. On l'utilise le jour du sacre, on l'utilise éventuellement le jour du mariage, mais le roi de France ne porte jamais de couronne. Le roi d'Angleterre porte une couronne parce qu'il y a périodiquement une session du Parlement à inaugurer. Sous l'Ancien Régime en France, les parlements sont des tribunaux et pas du tout des assemblées délibératives, donc il n'y a rien de particulier à inaugurer. Le roi ne porte pas de couronne. Et c'est pourquoi les joyaux les plus précieux, qui sont fixés sur la couronne le jour du sacre, sont retirés de la couronne une fois le sacre célébré, et on les utilise pour décorer le chapeau du roi ou le vêtement. Enfin, on les détache donc de la couronne du roi et on les remplace par un facsimilé en cristal. C'est l'origine de ce facsimilé qui était présenté dans l'exposition du Louvre-Lens. Alors pour celui-là qui est conservé au Louvre, on ne connaît pas bien la provenance. On ne sait pas exactement quelle occasion il a été réalisé. Est-ce que c'est après le sacre de Louis XV? Est-ce que c'est après le sacre de Louis XVI? On ne sait pas bien. Enfin, c'est l'origine, évidemment, vraisemblable de cet objet spectaculaire. Donc, le facsimilé au centre de l'image et le régent, le véritable diamant, qui était resté à Paris, en bas à gauche de l'image. Le voyage se poursuivait ensuite par une nouvelle étape consistant à envisager le monde souterrain comme un monde enchanté, comme le monde de la création, comme le monde de la réflexion, comme le monde mystique, si l'on peut dire. Et la transition vers ce monde enchanté était illustrée par la composition d'Eva Jospin, donc nymphée, composition de très grande taille, évoquant une grotte, évoquant les monuments qui ont été construits à partir de l'époque moderne et portant ce nom de Nymphée.
donc le séjour des nymphes. Et donc cette composition évoque la grotte, évoque la caverne, évoque le côté luxuriant et que l'on peut trouver éventuellement à l'orée de la caverne. Cette œuvre monumentale est réalisée dans le matériau qu'affectionne l'artiste, qui est le carton, donc un matériau issu du bois, euh, recyclable à volonté, et qu'elle façonne dans ses architectures spectaculaires avec un souci du détail tout à fait impressionnant. Donc cette arche monumentale nous a menés dans la partie de l'exposition consacrée à la grotte comme lieu de création, comme lieu de réflexion, comme lieu de méditation. Ce que pouvaient illustrer ces trois œuvres rassemblées sous l'expression commune, sous le titre commun de grotte mystique. Alors par exemple, une première peinture de Flandrin. Alors, il s'agit ici de Paul Flandrin, qui est le frère cadet d'Hippolyte Flandrin. Des frères Flandrin, Hippolyte est de loin le plus notoire. Paul est le cadet. Et donc, Paul Flandrin nous montre ici un Saint Jérôme au désert, Saint Jérôme en prière, Saint Jérôme à l'orée d'une grotte, une grotte évidemment s'enfonçant dans la falaise, et Saint Jérôme en prière, Saint Jérôme ermite, Saint Jérôme au désert, sans, sans voisin, c'est la définition d'ermite évidemment, et Saint Jérôme donc en prière. La grotte, la caverne, lieu de la réflexion, lieu de la méditation. Une autre œuvre plus ancienne, c'était un dessin de Mantegna montrant la Vierge dans la grotte. Mantegna reprend ici un thème qui est peu répandu dans la tradition occidentale, mais qui est très répandu dans la tradition orthodoxe, qui est que la Vierge à l'enfant, la Vierge trônante, eh bien, se situe dans une grotte, que même la nativité a lieu dans une grotte et non pas dans une étable. Et donc, la grotte est ici représentée. C'est la grotte mystique, c'est la grotte de l'apparition, c'est la grotte de la présentation de l'enfant Dieu. Et bien entendu, dans ce thème de la grotte mystique, on peut trouver les grottes des apparitions mariales du XIXe siècle, illustrées ici par cette œuvre de Marthe Flandrin. Marthe Flandrin est la petite fille de Paul, donc la petite nièce d'Hippolyte. Et Marthe Flandrin qui a surtout euh, qui s'est surtout illustrée dans le domaine de la fresque. Elle a été élève de Ducos de la Haye. Et là, on a une petite œuvre évoquant la grotte de Massabielle à Lourdes, où apparaît donc la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. Dans les apparitions mariales françaises du XIXe siècle, il y en a deux qui se produisent dans une grotte. La première en date, c'est celle de la rue du Bac à Paris, donc là, il n'y a pas de grotte. Ensuite, il y a l'apparition de la Salette avec la grotte, l'apparition de Lourdes avec la grotte, et puis en 1871, l'apparition de Pontmain, où il n'y a pas de grotte. Donc la grotte mystique, la grotte lieu de manifestation de l'être divin ou lieu de méditation sur les mystères de la religion. Et la grotte aussi pouvant être ornée, créée, composée par l'artiste. L'exposition montrait quelques-uns des objets trouvés aux Tuileries à l'emplacement de l'atelier de Bernard Palissy. Ces objets ont été trouvés lorsque des fouilles ont été réalisées au XIXe siècle, après l'incendie du Palais des Tuileries, donc dans les années 1870-80, lorsque l'on a déblayé les ruines. Et des objets ont été trouvés aussi au moment des travaux du Grand Louvre, lorsque l'on a repris des fouilles sur ce site. Donc on a découvert deux types d'objets. D'une part, des fragments de moules et d'autre part, des fragments d'objets moulés. Fragments de moules et fragments d'objets moulés qui ont été ainsi repérés sur le site de l'atelier de Bernard Palissy. Alors Bernard Palissy, donc céramiste, sculpteur du XVIe siècle, qui a été une des figures de l'école républicaine, on pourrait dire. Bernard Palissy brûlant ses meubles pour fabriquer ses céramiques, mais Bernard Palissy protestant aussi, de religion protestante au XVIe siècle, et travaillant néanmoins pour la reine Catherine de Médicis. Ce que l'on sait de la production de Bernard Palissy, c'est qu'elle a été très abondante, qu'elle a pris la forme parfois de grottes, c'est-à-dire de décoration de grottes artificielles, en céramique peinte comme on le voit là. Et les fragments qui ont été découverts aux Tuileries sont interprétés comme pouvant être
peut-être des fragments de la grotte réalisés pour le connétable de Montmorency, ou peut-être plus vraisemblablement, des fragments de la grotte réalisés pour la reine Catherine de Médicis. En tout cas, ces fragments sont évocateurs d'une construction disparue, mais qui est bien documentée, bien attestée par ailleurs. Le voyage se termine évidemment lorsque se pose la question du retour. Que faire dans les mondes souterrains une fois qu'on les a parcourus, les quitter ou y rester? Cela pouvait être évoqué par cette peinture d'Hubert Robert, la grotte du Posillipe à Naples. Ce qu'on appelle grotte du Posillipe, c'est en fait un tunnel qui a été construit à l'époque romaine, à l'époque de l'empereur Auguste, et qui traverse donc qui perfore la colline du Posillipe. C'est la route, disons, de Naples à Pouzols, en fait, qui est ainsi facilitée par la construction de cette infrastructure. Et depuis l'Antiquité, évidemment, le lieu impressionne par ses proportions. Il faut dire qu'on a quand même à faire un tunnel de 700 mètres de long pour 5 mètres de haut, et qui est utilisé pour la circulation. Alors, plus vraiment aujourd'hui, il y a un tunnel routier moderne qui a été construit, mais utilisé en tout cas très, très longtemps pour la circulation. Ce qui montre que le monde souterrain peut être un lieu de passage, un lieu de vie, un lieu où les vivants peuvent évoluer, circuler, peut-être même résider. À Naples, il n'y a pas que la grotte du Posillipe, il y a aussi ce qu'on appelle la Naples souterraine, c'est-à-dire les galeries construites dans le sous-sol de la ville antique, galeries dans lesquelles on a prélevé les matériaux nécessaires à la construction de la ville antique, justement de la ville actuelle aussi, des galeries où on a puisé le matériau nécessaire à la construction des bâtiments. Ces galeries constituent un univers de plusieurs dizaines de kilomètres de long à Naples, 80 kilomètres environ, et ces galeries constituent un lieu de refuge aussi en cas d'insécurité, qui ont été utilisées jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, le monde souterrain, un lieu où les vivants peuvent évoluer, peuvent séjourner éventuellement. Et cela pouvait être rapproché de tous les travaux, de toutes les réflexions qui ont été conduites à partir du début du XXe siècle, notamment par les architectes, sur le thème suivant: comment faciliter la circulation souterraine en désengorgeant la circulation de surface. On a là un dessin de l'architecte Jean de Tschumi, le père de l'architecte Bernard Tschumi, dessin montrant donc un projet d'autoroute souterraine. Bon, c'est un projet en large partie abstrait et théorique, mais tout de même, il y a cette réflexion dans l'entre-deux-guerres sur les circulations souterraines, réflexion qui va amener à l'élaboration, en effet, de circulation souterraine, à l'élaboration de centres commerciaux, à l'élaboration d'une ville souterraine que l'on voit à plusieurs endroits dans le monde, sur les différents continents. Et bien entendu, la circulation souterraine, c'est la circulation du chemin de fer métropolitain. Le premier chemin de fer métropolitain est construit à Londres dans les années 1860. C'est le chemin de fer à vapeur dans les galeries souterraines, ce qui pose des problèmes d'aération très compliqués. D'où le changement de la technique assez rapidement. Et lorsque le métro est construit à Paris au début du XXe siècle, le métro de Paris est très postérieur au métro de Londres, c'est la technique du chemin de fer électrique que l'on emploie. On voit là une vue des travaux de la station Saint-Michel à Paris. Donc le métro, bien sûr, qui est à la fois un emblème de modernité. Le métro parisien a été établi, la première ligne tout au moins, a été établie pour l'exposition universelle de 1900, un emblème de modernité, mais aussi l'emblème de ces circulations souterraines qui vont être la règle au XXe siècle, alors qu'elles étaient tout à fait exceptionnelles antérieurement. Et bien entendu, cela transforme complètement le mode de vie. Voilà une toile d'André de Vambès. On a vu André de Vambès tout à l'heure avec son grand triptyque La pensée aux absents. Ici, c'est une œuvre plus, je dirais, dans l'habitude de Vambès, une œuvre de tout petit format qui montre donc l'heure de pointe dans le métro, la foule se pressant sur les quais du métro,
En 1920, donc très très précocement, moins de 20 ans après la mise en place du métro, à Paris et ces scènes donc, illustrent la modernité de la vie dans les mondes souterrains dès les tout débuts du XXe siècle. D'où la conclusion à laquelle nous arrivons au terme de ce voyage dans les mondes souterrains, c'est, le retour à l'air libre. Heu, il est évident que les catabases de l'Antiquité amenaient le héros à revenir parmi les vivants. La vie et la circulation souterraine, à l'époque contemporaine, n'est pas nécessairement, une obligation pour les vivants de revenir à l'air libre. En tout cas, c'est la question que se pose ce personnage, campé, si l'on peut dire, par, Bilal Hamdad et qui répond au personnage de Gao Xingtian que l'on avait vu tout à fait au début de cette promenade dans les mondes souterrains.